Chronique d'actualité, on retrouve le professeur Jacques Cohen. Jacques, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on sort un petit peu de la situation sanitaire, de la crise de la Covid-19. On va aller faire un tour ce qu'il se passe sur la carte de l'Europe et ailleurs. Et on va aller un peu plus loin dans le monde avec la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Absolument. C'est une situation qui est une récidive, puisqu'il y a eu une guerre en 92, mais c'est une situation riche d'enseignements. Que se passe-t-il exactement là-bas, Jacques Cohen? Si on pose le contexte actuel, il y a conflit. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a conflit entre les notions de peuple-nation et les notions de frontières des États. Il y a une enclave, depuis très longtemps, euh, arménienne en Azerbaïdjan, qui était le Nagorno-Karabakh, mais c'était une enclave où il y avait des Arméniens et des Azéris. Et puis à la guerre de 92, tout a été nettoyé, si je puis dire. Plus d'1 million de personnes de part et d'autre ont été déplacées. Et surtout, les Arméniens ont gagné. Ils ont non seulement récupéré cette enclave, mais tout l'espace qui était entre cette enclave et l'Arménie. Et ils sont même descendus un peu plus bas dans la plaine, ce qui les mettait à portée de coupure du corridor qui relie la Géorgie à l'Azerbaïdjan et dans lequel passent entre autres les oléoducs d'évacuation du pétrole de Bakou, qui est la richesse de l'Azerbaïdjan, c'est surtout son pétrole. Alors je ne sais pas si on puisse dire qu'il y ait des choses qui justifient des guerres ou des conflits, mais quelle est l'origine en tout cas de ce conflit, Jacques Cohen? Alors, dans la région, il y a eu des royaumes et des empires qui ont eu des fortunes diverses, que ce soit le royaume Géorgie, l'Arménie, le royaume Kazan, les Perses, et qui ont laissé à chaque fois à leur reflux des populations en peau de léopard. Alors il y a des petites taches, elles existent encore, et puis il y avait deux grosses taches. Il y a une enclave azérie à la frontière turque à l'ouest de l'Arménie, et cette fameuse enclave du Nagorno-Karabakh à majorité arménienne en République d'Azerbaïdjan. Deux enclaves qui ont eu un destin différent. Alors, elles ont eu un destin différent parce que en le Nakhichevan, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre parce que le dirigeant, à l'époque, qui a bien joué, est le père du dirigeant actuel euh, d'Azerbaïdjan. C'était un homme politique soviétique, c'était un proche d'Andropov, et il a travaillé avec ses collègues arméniens de façon raisonnable. Après, il a été balayé et les nationalistes azéris ont mis l'huile sur le feu pour la question du Nagorno-Karabakh, de l'autre enclave, qui était théoriquement rattachée comme région autonome à la République d'Azerbaïdjan et qui voulait être rattachée à l'Arménie. Et puis, il y a eu conflit, il y a eu guerre, et les Azéris l'ont perdu. C'est-à-dire, ça peut paraître étonnant, ils sont plus nombreux, ils sont plus riches, mais ils l'ont perdu parce que les Arméniens pouvaient s'appuyer sur leur diaspora et aussi sur une infrastructure militaire héritée d'une organisation quelque peu terroriste qui était la Sala, qui avait fricoté avec les Palestiniens. Ce qui expliquera ce qu'on va retrouver ensuite au point de vue de la position des grandes puissances et des alliances totalement insolites. Justement, est-ce que vous voulez revenir maintenant, Jacques Cohen, sur ce rôle des grandes puissances? Alors à la fois les grandes puissances au niveau international, mais aussi les grandes puissances locales telles que l'Iran. Alors, dans la région, tant que c'était la Russie des Tsars, puis l'Union soviétique, les rattachements n'étaient pas dramatiques, parce que de toute façon, tout ça restait, si j'ose dire, dans la grande famille. Il ne faut pas oublier que dans la région a donné des dirigeants nationaux à l'Union soviétique. D'abord Staline est géorgien. Beria est mingrélien et donc une des minorités de la région. Shevardnadze, le dernier ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, était donc géorgien, et Aliyev, proche du dirigeant du KGB, était azerbaïdjanais. Donc il y avait des hommes politiques de premier plan, originaires de la région. Et tout ça a volé en éclats, et la classe politique qui les a remplacés, on doit le reconnaître, a été assez peu convenable, ce qui a donné des soubresauts dans les deux pays. En Arménie, il y a quand même un président dont on se demande toujours, ou pas trop d'ailleurs, s'il a été empoisonné ou pas, etc., etc. De l'autre côté, on a un régime en Azerbaïdjan qui, après les errances de 92, est un régime autoritaire, mais laïque, qui a maintenu un équilibre entre la Russie et l'Iran. L'Iran qui ne peut pas, qui a de très mauvaises relations avec l'Azerbaïdjan parce qu'il y a une forte minorité azérie en Iran et donc l'Iran a très peur que l'Azerbaïdjan essaye
de les récupérer et vice-versa. L'Iran a envahi plusieurs fois, la Perse a envahi plusieurs fois toute la région, donc c'est pas le grand amour. Les gens de Bakou ont maintenu un équilibre avec Moscou, même si Moscou a une base en Arménie, jusqu'il y a 3 mois où le Premier ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a été limogé, qui lui était justement le garant de cette politique d'équilibre prudent. Et après, donc, le régime de Bakou s'est trouvé des alliés sous la forme de la Turquie. Car l'Iran est dans l'autre camp, clairement. Quand il y a eu des manifestations la semaine dernière pour soutenir les Azerbaïdjanais en Iran, des manifestations pour les soutenir, eh bien la police iranienne est allée taper sur les Azéris en soutien à l'Arménie. C'est étonnant. Ce qui est quand même assez amusant, mais ce ce n'est pas le plus étonnant parce que dans le camp de Bakou, il y a Israël. Non seulement pour les ventes d'armes, mais aussi pour les facilités que donne pour les Israéliens d'avoir une base en Azerbaïdjan qui permet d'espionner l'Iran. Et aussi parce que je vous rappelle que les Arméniens avaient, même si ça a un peu diminué, ça a nettement diminué maintenant, avaient quelque peu fricoté avec les Palestiniens. Et donc on est dans cette situation paradoxale qu'en Israël, l'opinion publique est favorable aux Arméniens comme petit peuple ayant subi un génocide, etc., mais que l'alliance des États se situe exactement dans l'autre sens. Et pour couronner le tout, maintenant il y a la Turquie. Et la Turquie donc soutient Erdogan. Et là aussi c'est l'eau et le feu, parce que l'Azerbaïdjan est laïque, il n'y a aucune oppression de la femme. C'est pas exactement la situation en Turquie. Et enfin, la contribution, si l'on peut dire, d'Erdogan, c'est d'avoir prêté ces mercenaires, qui sont des rescapés de Daesh en Syrie, qu'il a déjà employés en Libye, et que là, il a transféré par avion environ 1500 personnes. Alors ça ne fait pas la différence, ça ne fait pas la décision, mais c'est de la chair à canon qui peut avoir de grosses pertes sans que ça fasse trop de tâches. Et on arrive à ce moment-là à une situation qui peut paraître surréaliste, d'avoir des troupes de Daesh qui vont se retrouver équipées par les armes d'Israël. Jacques Cohen, pour boucler la boucle de cette chronique très rapidement, on a commencé par exposer le conflit actuel avant d'en revenir à ses origines. Maintenant qu'on a un petit peu mieux compris, où tout ça peut-il mener ? Alors, les gens de Bakou ont manifestement profité d'un incident de frontière, comme il y en avait tous les 3 semaines, pour cette fois-ci lancer une grosse offensive. Celle-ci a essayé de grignoter des villages dans la plaine, et ils se sont mis à bombarder la capitale du Haut-Karabakh pour en faire fuir les civils. Ce qui veut donc dire qu'ils ont le raisonnement d'envahir cette zone. Mais c'est pas si facile. C'était relativement facile par surprise, au bout de quelques jours ou quelques semaines, comme il s'agit d'une région montagneuse avec des défilés. À partir du moment où les Arméniens ont aussi du matériel anti-char et quelques missiles, en interdisant l'accès aux avions d'appui tactique de l'autre côté si jamais on essayait. Il ne reste que les drones armés turcs prêtés par la Turquie à Azerbaïdjan, mais je pense que ça ne suffira pas et que la conquête de Stepanakert, la capitale du Nagorno-Karabakh, du Haut-Karabakh, n'est pas garantie. Donc là, si Aliyev, qui annonçait qu'il allait tout récupérer, ce qui avait été pris auparavant par l'Arménie, qui allait faire le symétrique de la guerre de 92, doit se contenter de prises relativement modestes, il aura du mal dans son opinion publique, puisque de chaque côté, l'opinion publique est chauffée à blanc. Merci Jacques Cohen de nous avoir éclairés. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt.